Bon, merci Raled. Pardon. Bonjour à tous. Donc effectivement, Raled m'a proposé de présider cette session et puis surtout de vous présenter Christine Solnon. Donc j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Alors c'est la plénière éco-responsable, pour reprendre un peu les termes de Raled. Alors pas tellement, enfin, d'une part à cause des sujets, parce qu'on va parler d'optimisation de transport, mais aussi surtout parce que voilà, Christine est professeure ici, donc elle a pour venir à la conférence, elle a une empreinte carbone très très faible. Je ne sais pas comment elle est venue, en vélo ou en tram peut-être, je ne sais pas. En tram. En tram, ouais, donc Christine est professeure d'informatique ici depuis pas mal d'années. Elle a une riche carrière avec une expertise sur des sujets très divers et très, très riches. Alors, les météoristiques, beaucoup de travaux sur la météoristique, l'optimisation des algorithmes de colonies de fourmis, des algorithmes évolutionnaires, une grosse expertise aussi sur la programmation par contrainte, donc des sujets riches et assez éloignés les uns des autres. Un intérêt fort pour des tas de problèmes théoriques, des problèmes de théorie des graphes, des problèmes de coloration, des problèmes d'isomorphisme de graphes. Bref, des contributions sur des sujets très très variés et également des contributions sur les problèmes d'optimisation de tournée dont elle va nous parler aujourd'hui. Christine est très active dans la communauté avec un sens très large, vu la variété de ses sujets. Elle est dans un nombre assez impressionnant, où elle a été dans un nombre assez impressionnant de comités de conférences, et en particulier, là, elle est chef, responsable du comité de programme de la conférence CP, donc Constraint Programming, qui va avoir lieu cet été en Israël, donc il y a une conférence phare du domaine. Elle est également éditeur de différents journaux. Voilà, donc c'est vraiment une chance de pouvoir écouter Christine aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Je crois qu'il me fallait bien ce temps-là pour arriver à régler techniquement. Ouais, si je parle comme ça va vous entendez pas bien. Et ben, merci beaucoup, Dominique. Et c'est un vrai plaisir. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis super contente d'être là en vrai. Bon, il y a quand même du Zoom. Donc, je vais tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Ah, si j'arrive à changer de slide, oui, ça y est. Voilà, donc je pense que vous êtes tous au courant du fait que quand on se déplace en ville, selon l'heure de la journée, on ne va pas circuler à la même vitesse. Et c'est pour ça qu'on peut définir des fonctions de coût qui dépendent du temps et donc résoudre des problèmes de tournée de véhicule avec ces fonctions de coût. Alors, très rapidement, les fonctions de coût qui dépendent du temps, eh bien, le coût pour aller de I à J, maintenant, va être indexé par T, qui va être l'instant où on part du sommet I. Et quand on change la valeur de T, ça va changer le coût pour aller de I à J. Donc, quand on parle du TD-TSP, c'est un voyageur de commerce où cette fonction de coût dépend du temps. La petite spécificité aussi, c'est que du coup, on va spécifier l'heure de départ du dépôt. Et puis après, on va retrouver toutes les variantes classiques que vous connaissez tous. Hein. Le VRP, où on va avoir un ensemble de véhicules qui ont une capacité limitée. Le PDP, Pick-up et Delivery Problem, où on va rajouter des contraintes de précédence entre les points de pick-up et les points de delivery. Le Dial Ride Problem, où on va en plus avoir des contraintes de capacité de nos véhicules. Et puis, on peut aussi rajouter sur tous ces problèmes des contraintes sur l'heure d'arrivée et l'heure de départ. On va parler de time windows. Et enfin, en termes de fonctions objectives, on va pouvoir chercher à optimiser différentes choses. On peut chercher à optimiser le temps de trajet. On peut aussi chercher à optimiser l'heure d'arrivée qui peut être différent, par exemple, dans le cas où on a des time windows, parce qu'on va attendre l'ouverture de la time windows dans certains cas. Et on peut chercher aussi à minimiser le nombre de véhicules. Voilà, donc là, vous avez une référence sur une review de 2015 qui liste un petit peu tout ça. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer assez rapidement par, je vais vous décrire quelques algorithmes récents, des approches exactes pour résoudre ces problèmes. Puis après, on se posera la question de savoir si ça vaut vraiment le coup de le faire.
Alors là, je vous ai mis un petit tableau avec un certain nombre de références. Il n'y a pas toutes les références, mais il y en a quand même une grande partie. Alors, la première référence, ça date de 1992. Donc, ça traitait aussi bien, donc c'est l'article qui a introduit le TSP dépendant du temps et le VRP dépendant du temps, avec aussi bien des contraintes de time windows que des contraintes de capacité. Et l'approche présentée pour résoudre ce problème-là, eh bien, c'était la programmation linéaire. Depuis 1992, il y a eu pas mal de travaux. Alors, en 1996, on retrouve Malandraki qui reprend le problème et propose une approche en programmation dynamique et une approche heuristique aussi, pour que ça passe un peu mieux à l'échelle, qui était du restricted dynamic programming. Voilà. Ensuite, on a pas mal de papiers entre 2002 et puis là, 2012, qui sont des approches heuristiques. Alors, on va avoir beaucoup de recherches locales, quelques approches constructives Gluton, un algorithme génétique, deux algorithmes de colonies de fourmis. Et après, on a de nouveau des travaux notamment qui ont fait pas mal améliorer les modèles de programmation linéaire. Là, je ne les ai pas tous cités parce que, par exemple, Larry Gugliano et un certain nombre d'autres co-auteurs, ils ont eu toute une série d'articles où ils ont petit à petit amélioré l'état de l'art. On a en 2015, donc là, c'était la thèse de Pénélope Melgareggio avec Philippe Laborie et puis moi. Ça va pas bien? Ça clignote. Ah, non. Désolée. Voilà. Je pense que c'est mieux branché. Ça clignote toujours? Fermez les yeux au moment où ça clignote. Donc, avec Pénélope, on avait expérimenté la programmation par contrainte. Et puis, donc, la programmation linéaire s'est pas mal améliorée. Et puis, ensuite, avec Omar, on est reparti sur la programmation dynamique. Et là, vous aurez le plaisir aujourd'hui d'avoir 3 exposés qui vont traiter de problèmes de tournée de véhicules avec des fonctions de coût qui dépendent du temps. Alors, je vais maintenant faire un focus très rapide, d'une part sur les approches de programmation linéaire récentes, les 2 plus récentes qui donnent les meilleurs résultats actuellement, et puis les approches basées sur la programmation dynamique. Alors, pour la programmation linéaire, on a deux approches concurrentes qui ont des forces et des faiblesses différentes. La première approche, donc c'est celle de Larry Gugliano, et puis là j'ai listé tous les auteurs. Alors, il y a eu toute une série de papiers, et l'idée de ces approches est de décomposer alors eux, ils vont s'intéresser à la vitesse sur un arc, donc la vitesse qui dépend du temps, et ils vont décomposer cette vitesse en 3 facteurs pour isoler d'une part des facteurs constants, puis d'autre part des facteurs variables, et ils vont avoir un paramètre magique, delta, qui va caractériser la variabilité en fait entre les différents arcs du graphe. L'idée, c'est que quand delta égale 1, ça veut dire que tous les arcs, les vitesses varient toujours de la même vitesse. Donc, on a le même taux de congestion pour tous les arcs. Ça revient à dire que quand c'est congestionné, c'est congestionné exactement de la même façon dans toute la ville. Et ils exploitent ça pour, en fait, ils vont faire une relaxation du problème où ils vont pouvoir résoudre un problème qui a des coûts constants et qui va donner une borne inférieure. Et donc, ils vont utiliser ça dans du branch and bound pour résoudre le problème. Avec cette approche, ils obtiennent des résultats qu'on peut qualifier au niveau de l'état de l'art pour les instances pour lesquelles on a effectivement cette propriété que les congestions apparaissent au même moment sur tous les arcs. Je donnerai quelques résultats tout à l'heure. Autre approche qui est relativement différente, qui est basée sur Dynamic Discretization Discovery, donc DDD, qui a été proposée, je pense plutôt en 1918. Je pense que c'est plus Salverberg.
Et l'idée, c'est que donc, dans tous ces problèmes de tournée, globalement, la programmation linéaire, c'est ce qui marche le mieux pour le voyageur de commerce classique. Hein, c'est vraiment tueur avec le Concorde. Et en revanche, dès qu'on va introduire des aspects liés au temps, donc des fenêtres temporelles, et puis des fonctions de QTime dependent, ben là, on a vraiment un problème de passage à l'échelle de la programmation linéaire parce qu'on va introduire beaucoup de variables supplémentaires et ça fait que ça passe beaucoup moins à l'échelle. Et l'idée de DDD, c'est de faire une discrétisation dynamique qui va progressivement raffiner le niveau de discrétisation. Donc là, les résultats donc, publiés par l'algorithme de 2020, eh bien, ils sont vraiment excellents, mais sur les instances qui ont des time windows très, très, très étroites. Quand on élargit la taille des time windows, en revanche, ça passe beaucoup moins bien à l'échelle. Alors, deuxième famille d'approches exactes que j'ai choisi de décrire, c'est la programmation dynamique. D'abord, c'est toujours un plaisir de parler de programmation dynamique parce que c'est un petit côté quand même un peu magique. Donc, je pense que vous connaissez tous hein, l'algorithme de L. Descartes qui résout le voyageur de commerce, donc qui est basé sur une définition récursive qui va résoudre des sous-problèmes. Alors là, le sous-problème auquel on s'intéresse, eh bien, c'est pour chaque sommet du graphe I, et pour chaque sous-ensemble de sommet du graphe, eh bien, on va dire que le sous-problème P de IS, ça correspond à la longueur du plus court chemin qui part du dépôt et qui va jusqu'au sommet I en passant par chaque point de S. Et donc ça, on peut définir la solution de P de IS récursivement. D'abord, on a le cas très simple, où quand S est vide, ben, P de IS, c'est simplement le coût pour aller du dépôt jusqu'à I. Et puis, quand S n'est pas vide, eh bien récursivement, donc là j'ai mis le petit graphique classique, hein, je veux le plus court chemin qui va de 0 jusqu'à I en passant par tous ces sommets. Alors là, on est mal barré. Non, j'ai rien fait. Je promets, j'ai rien fait. Ah, c'est tout. Ça continue de sauter là, quand même. Ah. Bon. Donc, je veux calculer le plus court chemin qui va de 0 jusqu'à I en passant par tous ces sommets. Eh bien, je vais regarder pour chaque sommet, récursivement, le plus court chemin qui va de 0 jusque ce sommet-là. Je vais lui ajouter la longueur de cet arc. Je fais ça pour chacun de ces sommets. Je prends le minimum et j'ai résolu mon problème. J'ai donc ici une définition récursive qui est très courte et donc à implémenter, ça va être très facile à faire. Et ça va me permettre de résoudre mon problème. Donc, la solution au problème initial, eh bien, c'est le plus court chemin qui va de 0 jusqu'à 0 en passant par tous les sommets sauf 0. Et je vais faire ça en un temps évidemment exponentiel, mais c'est du n carré multiplié par 2 puissance n, ce qui est finalement beaucoup plus efficace que du factoriel n. Et pour des valeurs de n qui sont, alors jusque 20, c'est très très efficace, entre 20 et 30, ça commence à un petit peu piquer. Au-delà de 30, c'est plus possible. En fait, ce qui va exploser, c'est la mémoire avant tout, avant de faire exploser le temps. Donc, c'est quand même un bon point de départ. Et à partir de ça, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que contrairement à la programmation linéaire, la programmation dynamique n'est absolument pas sensible au fait que la fonction de coût est dépendante du temps. Donc ça a été noté par Madame Paquet-Dial. Là, ici, je fais la version où ça dépend du temps. Ben, qu'est-ce qui change? Ici, je rajoute juste que je pars à l'instant T0. Et ici, je rajoute le fait que je pars à l'instant correspondant à la longueur du plus court chemin ici. Donc, quand ça dépend du temps, j'ai exactement la même complexité, le même temps d'exécution que quand ça ne dépend pas du temps. Ensuite, eh bien, si on veut que ça passe un petit peu mieux à l'échelle, eh bien, on peut faire la programmation dynamique. Il existe un certain nombre de travaux qui ont montré qu'on pouvait d'abord la rendre anytime, hein, parce que le problème de la programmation dynamique, c'est qu'on va attendre la toute fin pour résoudre notre problème. Et on n'a pas de résultat intermédiaire, c'est toujours un peu fâcheux.
Donc, on peut rendre la programmation dynamique anytime, et puis aussi, on peut l'informer en utilisant des heuristiques. Et donc là, je vous invite à venir écouter Robin Fontaine cet après-midi, qui fait sa thèse sur ce sujet et qui va présenter une approche qui part de la programmation dynamique, mais qui est basée sur Anytime Column Search, qui est une variante de A étoile qui permet de converger rapidement vers des bonnes solutions et, si on lui laisse suffisamment de temps, de prouver l'optimalité des solutions trouvées. Donc lui, il a combiné ACS avec un petit peu de recherche locale pour essayer d'accélérer la convergence, évidemment avec des bornes qui vont permettre de couper les espaces d'état, et puis la propagation des time windows. Alors, j'ai quelques mots pour vous montrer un petit peu une idée des performances de ces approches, qui sont, on va dire, les approches les plus récentes qui résolvent ces problèmes de façon exacte. Alors, d'abord, on va comparer l'approche de Arigliano en programmation binaire avec celle de Romain. Donc là, c'est sur les instances générées par Arigliano. Et donc, alors je dis Arigliano, c'est Arigliano et tous les auteurs qui sont avec lui. Et donc là, comme l'approche marche d'autant mieux que on a ce fameux paramètre delta qui est proche de 1, eh bien, ils ont généré de façon complètement aléatoire et artificielle un benchmark où ils peuvent contrôler ce paramètre delta. Et donc, ils le font varier entre 0,7 et 0,98. Quand delta égale 1, on peut passer sur cette précision. Donc, quand delta égale 1, eh bien, le problème peut être résolu en considérant une fonction de flux constante, puisque la relaxation, en fait, il n'y a plus de relaxation, ça résout le problème initial. Ça va être bon, allez, on y croit. Donc, évidemment, donc là, ce que je vous montre dans le tableau, avec un code couleur, c'est le pourcentage d'instances résolues. Alors, je vous mets les résultats uniquement quand il y a 31 points à visiter. 31, c'est pas beaucoup, hein, on a l'habitude, dans le cas constant, de résoudre des instances avec beaucoup plus de 31 points. Ben, dans le cas time dependent, avec 31 points, ça commence déjà à pas être si facile que ça. Et je vous mets le pourcentage d'instances résolues en fonction de deux paramètres. Là, d'une part, ce fameux paramètre delta, qui permet de contrôler le niveau de variation d'un arc à l'autre pour la congestion. Et puis, ici, le paramètre bêta qui contrôle la taille des time windows. Donc, quand bêta égale 1, on a des time windows très, très étroites, et quand bêta égale 0, on a des time windows très larges. C'est comme ça qu'ils ont généré leur benchmark. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que quand delta est proche de 1, et puis quand on a des time windows très étroites, on résout très bien les instances. Et puis, en revanche, eh bien, quand delta diminue, on a plus de mal à résoudre les instances. Et puis, quand les time windows augmentent, on a aussi plus de mal à résoudre les instances. Donc ça, ce sont les résultats de Arigliano. Et donc, les résultats de Romain, eh bien, l'avantage de l'algorithme de Romain, qui est basé sur la programmation dynamique, c'est qu'il n'est absolument pas sensible à ce paramètre delta, parce qu'en fait, ça n'influe absolument pas sur l'algorithme. En revanche, logiquement, il est sensible à la taille des time windows. Évidemment, le problème est plus facile si les time windows sont étroites. Donc, deuxième comparaison, c'est cette fois-ci avec l'algorithme de vue. Alors, malheureusement, on n'a pas le code ILP, donc on a juste récupéré les résultats sur l'article. Donc, c'est sur des ordinateurs différents. Et ça, on ne peut rien y faire. On espère que les ordinateurs sont comparables. On ne peut pas faire plus que ça. Et c'est pareil pour vue, on n'a pas le code. Donc, on compare sur c'est exécuté sur des ordinateurs différents. Mais globalement, donc là, ici, ce sont des instances générées par vue, qui sont des instances beaucoup plus grosses, puisque là, on a 60 points à visiter, ici, on a 100 points à visiter. Et là, on a mis le box plot des temps d'exécution sur deux machines différentes, mais bon, comme les ordres de grandeur sont quand même, il y a en gros 2 ordres de grandeur d'écart, en gros, on va 100 fois plus vite que le code
mais c'est ça, entre 100 et 1000 fois plus vite que le code de vue. On peut dire qu'a priori, l'approche de Romain est plutôt efficace pour résoudre ce problème. Bon, on est assez contents. J'espère que vous aurez envie d'aller écouter Romain vous en dire plus sur le sujet. Ce n'est pas tellement ça que je vais raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de poser la question de est-ce que ça vaut le coup de résoudre des instances avec des fonctions de coût qui dépendent du temps. En fait, le point de départ, c'est ce graphique-là. On se rend compte que résoudre, donc là, ici, chaque point sur ces graphiques correspond à une instance. La couleur du point va donner la taille de l'instance. Donc, en vert, c'est 21 points, en orange, 31, en bleu, 41. Là, ici, on a les fenêtres les plus étroites, et puis là, on a les fenêtres plus larges. Et donc, sur l'axe des X, on va mettre le temps de résolution de l'instance quand on utilise la fonction de coût qui dépend du temps. Et sur l'axe des Y, le temps qu'on met quand on prend une fonction de coût constante. Et dans ce cas-là, eh bien, on a simplement pris, je ne sais plus s'il a pris le coût moyen ou le coût nu, il n'est pas là, Romain, pour répondre à la question, je ne sais plus, c'est un des deux. Donc, c'est pour voir qu'en pratique, alors quand les time windows sont très étroites, ben, c'est très vite résolu, ok. Mais on voit que quand les time windows augmentent, les temps d'exécution augmentent aussi, et ils augmentent beaucoup plus quand c'est time dependent que quand c'est constant. Et il se trouve qu'en plus, l'algorithme de Romain, dans le cas constant, ce n'est pas du tout l'état de l'art. Hein, il y a des algorithmes encore plus performants que ça. Donc, on voit que résoudre le problème avec des coûts constants, c'est entre 100 et 1000 fois plus facile que. Là, c'est que pour les petites instances, pour les très grandes instances, le facteur augmenterait. Donc, on peut vraiment se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps à résoudre le problème avec une fonction de coût qui dépend du temps. Et pour répondre à cette question, ben, on a besoin de considérer des fonctions de coût qui soient réalistes, qui correspondent à ce qui se passe en ville. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, je vais d'abord vous montrer comment on a fait pour définir des fonctions de coût réalistes. Alors, on a pris des données de la métropole de Lyon. Et puis ensuite, je vous montrerai, je vais prendre mon téléphone, ça va je déborde et je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. En fait. Je vais grand signe quand il faut que je m'arrête. C'est bon. Et donc ensuite, on se posera la question de est-ce que ça vaut le coup d'optimiser avec une fonction de coût qui dépend du temps. Est-ce qu'on calcule une meilleure tournée? Parce que finalement, avec un coût constant, on calcule aussi une tournée. Et cette tournée, est-ce qu'elle est moins bonne que la tournée qu'on a calculée avec une fonction de coût qui dépend du temps? Alors, si on veut définir une fonction de coût qui dépend du temps, il faut pouvoir mesurer les conditions de trafic. On a une première façon de récupérer cette information qui est en utilisant des applications que vous utilisez, et en général pour vous guider dans vos déplacements, mais pas que, hein, parce que donc ça peut être les GPS que vous utilisez aussi bien dans la voiture que sur votre téléphone. Ça peut être aussi sur vos téléphones, vous êtes tracés par les satellites qui récupèrent où est-ce que vous êtes. Et donc, on a des opérateurs privés qui possèdent ces données-là, qui sont des trajectoires spatio-temporelles. Et on peut utiliser ces trajectoires spatio-temporelles pour savoir à quelle vitesse on roule. Alors, il y a un certain nombre de problèmes qui font qu'on ne va pas utiliser ces données-là. Le premier problème, c'est le problème vraiment de respect de la vie privée, c'est-à-dire que anonymiser ces données, c'est quasiment, c'est très compliqué, c'est un sujet de recherche en soi, il ne suffit pas d'enlever le nom de la personne. En fait, si on garde les trajectoires d'une personne, on va immédiatement la réidentifier très rapidement, on verra qu'elle habite là, elle va travailler là, elle va chercher ses enfants à cet endroit-là, on saura tout ce qu'elle fait dans sa vie, et donc c'est un vrai problème. Un deuxième problème de ces données, c'est qu'on va avoir des erreurs spatiales de quelques mètres qui vont faire que des fois, on va changer de rue involontairement, donc ça ne fait pas plus grave. On a des problèmes de représentativité parce que on va avoir un certain nombre de pourcentages d'usagers qui vont être équipés de ça, et donc on va avoir à un certain moment de la journée, ou plutôt de la nuit, aucune information
sur l'état de la circulation. Alors, on peut en déduire que du coup, on circule bien, mais on va manquer d'informations. On a un gros problème de propriété, c'est-à-dire que ces données, elles appartiennent à des opérateurs privés qui les vendent cher. Et donc, ces travaux, je les ai faits notamment en collaboration avec la métropole de Lyon, et la métropole de Lyon ne veut pas dépendre d'un opérateur privé pour faire des choses qui, pour elle, relèvent du bien public. Donc, on ne peut pas dépendre, on ne peut pas utiliser ces données. Alors, quelles données on va utiliser? Eh bien, on va utiliser des boucles magnétiques, des données issues de boucles magnétiques qui sont installées par la métropole de Lyon. Et donc, ça ressemble à ce que j'ai dessiné ici, c'est-à-dire on ne voit rien, en fait. Hein, sous le bitume, il y a un détecteur électromagnétique qui va permettre de détecter physiquement la présence des véhicules. Et là, on a beaucoup moins d'inconvénients que les données précédentes, mais on a un gros inconvénient qui va être la couverture spatiale. On va y revenir, parce qu'en fait, évidemment, ces boucles, on ne les a pas partout dans la ville, on les a qu'à certains endroits. Alors, donc ici, là, je vais vous montrer un petit peu le jeu de données qu'on a utilisé en pratique, donc qui est public et qui est sur la plateforme data de la métropole de Lyon. Donc là, ici, vous avez un plan de Lyon. Donc nous, actuellement, on est là à peu près. Hein. Là, on voit le parc de la Tête d'Or. Et donc, ce qu'on voit, c'est chaque petit point jaune, je ne sais pas si ça se voit bien, oui, ça se voit pas mal. Chaque petit point jaune correspond à un capteur installé qui fait remonter des données et on peut accéder à ces données. Alors, qu'est-ce que c'est que ces données? Eh bien, toutes les 6 minutes, on va avoir accès à 2 valeurs. D'une part, le flot, qui va nous donner le nombre de véhicules qui sont passés pendant une période de temps de 6 minutes. Donc, combien de véhicules sont passés sur le capteur. Et puis, d'autre part, la densité, qui va nous donner le nombre de véhicules qui se trouvent sur le segment, le capteur est d'une certaine longueur, et combien on a en moyenne de véhicules se trouvant sur ce segment pendant la période de temps de 6 minutes. Et à partir de ces 2 données, de flot et de densité, eh bien, on va utiliser le diagramme fondamental, hein, qui est ici, pour en déduire la vitesse. Alors, assez rapidement, juste pour montrer un peu comment ça fonctionne, ce diagramme, ici, dans la figure du bas, eh bien, on voit les rapports entre le flot ici et la densité. Et on voit que quand on augmente la densité, eh bien, le flot augmente. Mais à un moment, on va arriver à un point de congestion où, si on continue d'augmenter la densité, eh bien, le flot va se mettre à diminuer parce que les voitures seront tout simplement, il y a un bouchon, donc elles s'arrêtent. Et quand on arrive complètement à droite ici, eh bien, on a une saturation complète de notre tronçon où les voitures sont complètement arrêtées, donc le flot est à 0 et la densité est maximale. Et donc, à partir de ces 2 informations, de flot et de densité, eh bien, on va pouvoir en déduire la vitesse. Donc, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la vitesse. Alors, juste pour avoir une idée de à quoi ça ressemble, les données qu'on récupère, les vraies données, je vous ai montré ici, donc pour 2 capteurs différents, en haut, le capteur 1, en bas, le capteur 27, et puis 4 jours différents de la journée, là, on a un dimanche, là, on a un lundi, etc. Et alors, ces graphiques, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent les valeurs sur 24 heures. Donc, l'axe des X correspond à 24 heures de mesure, avec une mesure toutes les 6 minutes. Et sur l'axe des Y, on a la valeur mesurée. Donc, on voit ici que la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Et puis là, on a le pic du matin, puis dans la journée, ça rebaisse, puis le pic du soir, et puis ensuite, ça rediminue. On voit des oscillations à très haute fréquence. Ces oscillations à très haute fréquence, ce n'est pas du bruit, c'est tout à fait normal. Et dès qu'on travaille avec des vraies données dans le trafic, on a toujours ces oscillations à haute fréquence qui viennent des feux. Hein, les feux vont faire qu'en permanence, il y a des... On va plus vite, on va plus doucement, on va plus vite, on va plus doucement. Donc, il faut évidemment que nos algorithmes soient capables de gérer ces oscillations à haute fréquence. Alors, ça, c'est pour le flot. La densité, ça ressemble un petit peu. On a un truc un petit peu particulier avec la densité, c'est que des fois, on a des pics comme ça, tout seul, isolés. Alors là, ça veut dire qu'en fait, on a une voiture qui s'est garée sur le capteur. Ça bouge. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les données. Nous, à partir de ça, on va récupérer simplement la vitesse.
Alors, là, ce sont les données captées, mesurées en temps réel. Donc, on y a accès en temps réel. Évidemment, nous, quand on prépare la journée, c'est plutôt de la veille. Donc, on a besoin d'un modèle prédictif qui nous dit comment on va rouler dans quelques temps. Alors, si on veut un modèle prédictif à court terme, moins d'1 heure, là, on va utiliser des techniques de machine learning. On peut faire plein de choses différentes. Donc, je mets une référence là où Julien avait regardé un petit peu. Et on a des modèles prédictifs qui sont plutôt bons, mais bons avec des horizons à très court terme, qui ne correspondent pas du tout à notre cas de figure de préparation d'une tournée de livraison, où en général, c'est plutôt la veille qu'on veut savoir quelles vont être les conditions de circulation. Donc, quand on veut des prévisions à long terme, on va procéder un petit peu différemment. On va récupérer des données historiques. On va faire du clustering sur ces données pour mettre ensemble les journées similaires. Par exemple, tous les lundis où il pleut, on risque d'observer des choses assez similaires. Et puis ensuite, on va simplement prendre les données médianes de chaque cluster. Et puis ensuite, quand on va préparer notre tournée, on va regarder dans quel cluster on est et on va récupérer comme ça un modèle prédictif. Ce que je vais supposer à partir de maintenant, et je sais que c'est une supposition très très optimiste, mais ça va nous permettre de nous faire une idée de est-ce que ça vaut le coup d'exploiter les données time dependent. Donc je me mets dans le cas le plus favorable, qui est le cas où je suppose que j'ai un modèle prédictif parfait. Et dans ce cas-là, on va se poser la question de est-ce que ça vaut le coup d'exploiter ces données. Alors, il se trouve que les données, on les avait utilisées à l'époque de la thèse de Pénélope, donc c'était en 2015, pour générer un premier benchmark. Et là, on avait été un petit peu embêtés parce qu'en fait, on n'a que 7% des tronçons dans la ville de Lyon qui sont équipés de capteurs. C'est-à-dire qu'il y a 93% des tronçons où on n'a aucune information sur la vitesse. Donc, à l'époque de la thèse de Pénélope, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une interpolation. Partout où on n'avait pas d'informations sur la vitesse, on regardait à côté à quelle vitesse on roule, et puis par interpolation, on en déduisait la vitesse. Et évidemment, ce n'est pas très satisfaisant. Alors, ça permet de faire un benchmark, de tester nos algorithmes, mais ça ne permet pas de répondre à la question est-ce qu'on obtient des bonnes tournées en exploitant des données qui dépendent du temps. Donc, c'est pour ça que, donc là, c'est un travail qui a été fait avec Omar Rifki et puis Nicolas Chiabo. Avec Omar et Nicolas, on est parti sur une autre base. On s'est dit, pour vraiment savoir si on a des bonnes données, on va utiliser un simulateur. Donc, c'est un simulateur qui est développé au Licite, qui est basé sur un modèle microscopique de la circulation, mais qui exploite les données issus des capteurs. Donc, ils ont reconstitué la totalité de la circulation sur 2 arrondissements de Lyon, donc le 3e et le 6e, et Villeurbanne. Donc, c'est exactement le plan qu'on retrouve ici. Et donc, ils ont un simulateur où chaque point, c'est une voiture. Et en revanche, ils utilisent les données captées par les capteurs pour savoir, à cet endroit-là, il y a tant de voitures qui doivent passer. Donc on a quelque chose qui, en principe, est plutôt réaliste et nous permet d'avoir des données dont on espère qu'elles sont réalistes. Alors, donc ce simulateur, il va nous permettre de contrôler 2 choses. La première chose, on va pouvoir contrôler là où on met des capteurs. Maintenant, on choisit, puisqu'on a recréé la circulation, on choisit le niveau de couverture des capteurs. Alors, on a d'abord un premier jeu de données. Donc, le niveau de couverture, on l'appelle sigma. Et quand sigma est égal à Lyon, bien en fait, ce sont des données où on a mis les capteurs exactement comme ils sont positionnés actuellement dans la ville de Lyon. Mais on a aussi fait d'autres jeux de données où on place les capteurs volontairement. Alors, quand sigma est égal à 100%, là, cette fois-ci, on a mis un capteur sur chaque tronçon. Donc là, on a une information parfaite d'un point de vue spatial. On sait exactement comment on roule partout. Évidemment, ce n'est pas imaginable de demander à la métropole de Lyon de mettre des capteurs absolument partout. Donc, ensuite, on a diminué sigma pour voir quelle influence ça pouvait avoir. Donc, on a fait varier sigma de 10% jusqu'à 100% et on a réparti nos capteurs de façon uniforme et très régulière pour essayer d'avoir une couverture régulière. On va jouer aussi dans notre jeu de données sur la granularité temporelle, c'est-à-dire la fréquence
de mesures. Les données qui viennent de la métropole de Lyon, on a une mesure toutes les 6 minutes, ce qui est vraiment la fréquence classique des données en trafic. Et on s'est posé la question de est-ce que c'est vraiment la peine de récupérer une donnée toutes les 6 minutes ou est-ce qu'on pourrait avoir des données moins fréquentes. Donc on a regardé aussi avec une donnée toutes les 12 minutes, une toutes les 24, une toutes les 60. Donc à chaque fois, on fait la moyenne. Si je fais une donnée toutes les 60 minutes, eh bien, la donnée que je vais récupérer, ça va être la moyenne des 10 valeurs que j'aurais eues avec une donnée toutes les 6 minutes. Et quand L est égale à 720, eh bien, en fait, 720, c'est la durée de mon horizon temporel de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Et donc, ça revient à dire que cette fois-ci, je travaille avec des données constantes, donc le TSP classique. Donc, tous ces jeux de données, donc je récupère comme ça, en fait, 55 jeux de données qui sont accessibles. J'ai dû mettre un lien quelque part, je ne sais pas où. Plus tard, il y a un lien quelque part, donc vous pouvez récupérer ces données. Donc, on a comme ça 55 jeux de données. Et évidemment, on a un jeu de données qu'on va considérer comme étant notre référence, qui est le jeu de données où sigma est égal à 100%, L égale 6, qui va correspondre aux données les plus précises. Et puis après, on a différents niveaux de dégradation spatiale ou temporelle. Alors, donc, description de benchmark, c'est là où il y a la référence pour récupérer tout ça. Donc, on a 55 jeux de données, et puis ensuite, on va créer des instances où cette fois-ci, on va choisir des points à livrer. Alors, on a fait varier le nombre de points à livrer de 10 jusqu'à 60, et pour chaque taille de nombre de points, eh bien, on a généré aléatoirement 10 instances. Donc ici, par exemple, on a un exemple d'instance où on a des points. Mais évidemment, quand on résout un voyageur de commerce, on ne travaille pas dans le graphe de gauche. Quand on résout un voyageur de commerce, on a besoin de calculer des plus courts chemins. Donc, pour chaque coupe d'adresse, ensuite, on a calculé des plus courts chemins. Mais le plus court chemin, il dépend de l'heure de départ. Donc, en fait, on va calculer un plus court chemin pour chaque couple de points et chaque petite période temporelle, time step, de L minutes. Et donc, comme ça, on va obtenir un graphe où sur chaque arc, on a notre fonction de coût time dependent. On va résoudre le voyageur de commerce dans ce graphe-là. Et puis ensuite, on pourra récupérer le plus court chemin et résoudre les problèmes réels. Alors, je fais une petite parenthèse sur le calcul des plus courts chemins parce que c'est un point que je trouve intéressant. On sait tous qu'on a l'algorithme de Dijkstra qui nous permet de calculer des plus courts chemins. Mais maintenant, nos fonctions de coût, elles dépendent du temps. Donc, est-ce qu'on peut adapter Dijkstra à ce cas de fonctions de coût qui dépendent du temps? Donc là, ici, je vous mets mon adaptation. Donc, on rajoute un paramètre qui est l'heure de début, c'est 0. Et puis, comme dans le Dijkstra classique, on initialise D à plus l'infini pour tout le monde, sauf pour le sommet de départ. Et là, le sommet de départ, sa valeur de D, ça va être T0, puisqu'on part du dépôt à l'instant T0. Puis, on met tous nos sommets dans une file de priorité. Et à chaque itération, on enlève le sommet qui a la meilleure valeur de D, on relâche tous les arbres qui partent de ce sommet. Et là, la seule chose à changer, c'est que dans mon opération de relâchement, eh bien, je vais introduire le fait que le coût pour aller de I à J dépend de l'heure à laquelle je pars du sommet I. Donc voilà mon adaptation et on peut se demander est-ce que c'est correct. Donc là, il faut revenir sur nos souvenirs des preuves de correction de l'algorithme de Dijkstra. Et pour que Dijkstra soit correct, eh bien, il faut que tout sous-chemin d'un chemin optimal soit lui-même optimal. C'est la propriété d'optimalité des sous-structures qui fait que la programmation dynamique va marcher. Mais malheureusement, cette propriété, elle n'est pas toujours vraie quand on a des fonctions de coût qui dépendent du temps. Là, j'ai mis un exemple où ma propriété n'est pas vraie parce que le chemin, pour aller de A à C, le chemin le plus court, c'est AC, de coût 1, et le chemin ABC, qui est de coût 3, est plus long. Mais en revanche, pour aller de A à D, eh bien, le meilleur chemin, c'est A, B, C, D, parce que ça me fait arriver sur C à l'instant 3. Et quand j'arrive sur C à l'instant 3, eh bien, ça ne me coûte que 1 pour aller sur D. Évidemment, j'ai fait un cas corrodu, c'est un cas pathologique. Je fais exprès. Alors que si j'arrive sur C à l'instant 1, là, pas de chance, ça met très longtemps pour aller sur D.
Donc, on voit que la propriété d'optimalité des sous-structures, elle n'est pas vérifiée dans le cas time dependent. Donc, c'est fâcheux. C'est fâcheux, mais en fait, là, on voit bien que c'est un truc un peu pathologique. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui a introduit la propriété FIFO pour les fonctions de coût. Je vous ai mis la référence ici, c'est Kaufman et Smith, notamment, qui ont pas mal travaillé là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que cette propriété FIFO? Eh bien, cette propriété FIFO, elle nous dit que si je pars de I à l'instant T1 avant l'instant T2, ben, je ne peux pas arriver sur J après. Ça sera plus facile. Et puis, ça veut dire que si je pars après quelqu'un, j'arriverai après lui. Et ça, on sait que c'est une propriété qui est vérifiée en trafic. Si on suit exactement le même chemin et qu'on est sur des voies à une voie. Alors, cette propriété qui est vraie initialement, dès qu'on a discrétisé nos données, et c'est le cas puisqu'on fait une mesure toutes les 6 minutes. Donc on a des fonctions qui sont constantes par morceau. Ici, je vous mets un exemple de fonctions. Donc, entre cet instant-là et cet instant-là, j'ai cette durée-là. Et puis, paf, quand je change de time step, d'un seul coup, je vais vous mettre beaucoup moins de temps. Et ça fait que je ne suis plus FIFO parce que si je pars un tout petit peu avant, eh bien, je vais arriver après celui qui est parti ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je peux rendre ma fonction FIFO, cette fois-ci, en rognant ce qui fait mal, c'est les descentes, les marches comme ça qui descendent trop vite. Donc, on va les rogner. Et au lieu d'avoir une fonction qui est constante par morceau, on va obtenir une fonction linéaire par morceau qui est FIFO. Et donc, c'est ce qu'on fait. En fait, on fait un pré-traitement sur les données pour les rendre FIFO. Et comme ça, on peut utiliser Dijkstraff. Parce que malheureusement, si la fonction n'est pas FIFO, le problème devient NP complet. Et donc, évidemment, dans même NP difficile, c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là de calculer des plus courts chemins. Donc, voilà la petite parenthèse sur les calculs des plus courts chemins. Et maintenant, j'aborde. Tu saurais dire combien de temps il me reste là? 20 minutes. Il me reste 20 minutes. 20 minutes tout compris. Question comprise. Ok, bon, on va. Donc, maintenant, j'attaque la partie. Pour essayer de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup d'exploiter des fonctions qui dépendent du temps? Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le tour est meilleur? Et je vais comparer des tours qui sont calculés sur des fonctions de coût différentes. Donc, ça pose vraiment la question de quelle mesure de performance je peux utiliser. Donc là, je vais faire un petit exemple tout simple pour essayer d'illustrer ça. Donc, je commence par le cas où j'ai deux time steps de 6 minutes. Alors, je vous mets un exemple avec uniquement, donc je pars du dépôt ici, et j'ai que 3 sommets à visiter. Et donc, sur la première time step de 6 minutes, je vous ai mis les coûts pour circuler. Et puis, quand je change de time step, là, ici, j'ai cet arc-là qui va changer de coût, puis celui-là et celui-là aussi qui changent de coût. Et dans ce cas-là, eh bien, le meilleur tour, c'est le tour qu'on a ici. Donc, sur la première time step, on va faire ça. Et puis ensuite, sur la deuxième time step, on va faire ça. Et on va arriver à l'instant 11 avec ces données-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir 2 time steps de 6 minutes, j'ai une seule time step de 12 minutes? Donc là, je fais la moyenne. Hein, et donc, alors, sur les arcs où c'était constant, ben, ça va changer. Mais sur cet arc-là, ben, j'ai fait la moyenne de ces deux coups-là pour obtenir celui-là. Et là, on voit que ça me change. J'ai plus la même solution optimale. Dans ce cas-là, la solution optimale, eh bien, je l'ai dessinée en rouge ici. Et si j'évalue le coût de cette fonction, de cette solution sur cette fonction de coût-là, eh bien, je vais dire que l'heure d'arrivée, cette fois-ci, c'est 15. Puis, on peut imaginer que sur un horizon à 720, en fait, j'avais encore d'autres valeurs sur mes arcs. Et donc, j'ai encore un autre tour, une autre solution optimale qui a un autre tour. Mais je ne peux pas tirer de conclusion à partir de ça. Parce que je ne peux pas comparer ici 14 avec 11, parce que je n'ai pas les mêmes valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, quel est le meilleur tour? Ben, le meilleur tour, c'est celui
où le conducteur, quand il est dans son camion, va arriver le plus vite, va retourner le plus vite au dépôt. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer la qualité de ces tours avec la fonction de coût qui est la plus réaliste possible. Donc, celle où j'ai un capteur partout, donc sigma qui est égal à 100%, et puis la plus petite time step. Et là, on va dire que ça, c'est ce que je vais appeler le temps de trajet réaliste, celui que mon camionneur mettrait en conditions réelles, en faisant l'hypothèse qu'on a un modèle prédictif parfait. Donc là, ici, je vous ai mis cette fois-ci les temps de trajet réalistes de chacune de ces tournées. Et en fait, ce que je vais comparer pour savoir laquelle de ces trois tournées est la meilleure, c'est ces temps de trajet réalistes. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on trouve des meilleurs tours quand on utilise des données qui dépendent du temps? Donc là, la mesure de performance, eh bien, ça va être l'écart en pourcentage entre le tour sur donnée constante, donc quand L est égal à 720, et le tour avec des plus petites valeurs de L, hein, donc quand L égale 6, je mesure toutes les 6 minutes, etc. Donc là, ici, je vous donne les résultats quand sigma est égal à 100%, c'est-à-dire que j'ai une couverture spatiale parfaite, j'ai des capteurs absolument parfaits. Et puis, on met des box plots qui vous montrent l'écart. Donc ici, je trace en rouge ma ligne quand je ne gagne rien. Si je suis sur la ligne rouge, c'est qu'en fait, je calcule la même tournée avec des données time dependent ou avec des données constantes. Quand je suis au-dessus de la ligne rouge, ça veut dire qu'avec les données time dependent, eh bien, j'ai réduit la longueur de ma tournée quand je l'évalue avec des données réalistes. Et là, je me dis, ah ben oui, c'est plutôt sympathique. Quand L est égal à 6 minutes, eh bien, en moyenne, je vais gagner 8%. Ma tournée va être 8% plus courte. Et puis, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à quasiment 20% de gain. Donc là, on peut se dire que c'est plutôt sympathique, le écart de moyenne. Si je fais des mesures moins fréquentes, si j'ai une mesure toutes les 12 minutes, ben, on voit que ça réduit le gain. Une mesure toutes les 24 minutes, ça commence à devenir pas très intéressant. Et une mesure par heure, ben, finalement, des fois on gagne, des fois on perd, mais en moyenne, on reste à peu près similaire. Ça, c'est le cas où on a un capteur absolument partout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les données de Lyon? Eh bien, si mes capteurs sont positionnés exactement comme c'est le cas actuellement dans la métropole de Lyon, eh bien, en fait, les tours optimisés avec des données time dependent, en moyenne, sont à peu près aussi longs que les tours optimisés avec des données constantes quand on évalue la qualité de ces tours en conditions réalistes. Donc là, évidemment, c'est très décevant hein, comme résultat. Alors, on va un petit peu creuser. Donc déjà, là, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, bon, peut-être c'est parce que 7% de capteurs, ça ne suffit pas. Donc c'est là où on s'est dit, on va faire varier sigma hein, entre 10% et 100% et voir un peu les tendances qui se dégagent en fonction de la couverture des capteurs. Donc c'est la deuxième question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact? Alors on va en même temps regarder l'impact de la fréquence des mesures, L, et puis l'impact du taux de couverture des capteurs. Donc là, cette fois-ci, notre mesure de performance, c'est l'écart en pourcentage entre le tour calculé avec L et sigma, et puis le meilleur tour possible, hein, qui est sur les données les plus fines possibles, quand L égale 6 et sigma égale 100%. Donc là, ici, on va avoir un code couleur. Quand la cellule est noire, ça veut dire qu'en fait, on a trouvé la meilleure solution possible. Donc, on ne perd rien par rapport à la meilleure solution possible. Et quand, en revanche, le point est blanc, ça veut dire qu'on a perdu 20% par rapport à la meilleure solution possible. Donc, on est 20% plus lent que la meilleure solution possible. Là, je vous ai mis 3 graphiques où on a fait varier le nombre de points à visiter pour voir un peu s'il y a un phénomène de passage à l'échelle, selon qu'on a seulement 10 points à visiter ou 30 points à visiter. Et puis ensuite, sur l'axe des X, ici, on a la couverture spatiale, sigma. Donc, quand on est à droite, c'est parfait, on a un capteur partout. Quand on est à gauche, on n'a que 10% de capteurs.
Et sur l'axe des Y, on a la fréquence temporelle. Quand on est en bas, on a une mesure toutes les 6 minutes. Et quand on est tout en haut, on a une fonction de flux constant. OK? Alors, maintenant, on peut essayer d'analyser nos résultats. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que plus on augmente la taille de N, et plus on a des couleurs contrastées. Hein. Plus on va aller vers des choses très claires, vers la gauche. Donc ça veut dire que plus on augmente la taille de la tournée, et plus on peut perdre ou gagner en faisant du time dependent ou pas. Ensuite, ce que ça nous dit, c'est que quand sigma est égal à 100%, c'est-à-dire si je regarde complètement à droite, eh bien là, je vois que j'ai vraiment intérêt à exploiter des données qui dépendent du temps, hein, puisque ça va de foncé vers clair, comme ça. Donc, plus et quand c'est constant, c'est ici. Et donc là, je dis, et on retrouve le résultat de 8% qu'on avait tout à l'heure pour n égale 30, le gain de 8%. En revanche, on voit qu'il y a un moment où ça bascule. Ça bascule à peu près autour de 50%. C'est-à-dire que quand le taux de couverture est supérieur à 50%, on va gagner en faisant du time dependent. Et en revanche, à partir de 50%, bah, on ne gagne rien, voire même, on est pire. Et ça, on aura une petite explication plutôt vers la fin sur un dernier transparent. On est pire en faisant du time dependent qu'en faisant du constant. Ce qui est évidemment assez décevant. Alors, ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se passe quand on rajoute des contraintes? Alors, d'abord, on va rajouter des contraintes de précédence et de capacité, et puis ensuite, on rajoutera des timing rules. Alors, comment on va interpréter ça? Donc, on a ici des tournées avec 10 points. Là, ici, on a des tournées avec 30 points. En haut, on a le voyageur de commerce sans aucune contrainte. Donc, c'est exactement le graphique de tout à l'heure. Au milieu, on a cette fois-ci un pick-up et delivery problème, c'est-à-dire qu'on a rajouté des contraintes de précédence entre nos points. Il faut passer sur les pick-up avant de passer sur les delivery. Et en bas, on a un dial ride problème, donc c'est du pick-up et delivery, avec en plus une contrainte de capacité. Et là, on a mis une contrainte de capacité très très contraignante, hein, puisqu'on a un tout petit véhicule, en fait, c'est un vélo, on peut prendre que 2 personnes en même temps. C'est un grand vélo. Et là, qu'est-ce qu'on constate, et on va le voir encore sur le graphique suivant, eh bien, on constate que plus on rajoute de contraintes, et moins c'est contrasté. C'est assez logique, en fait. Plus on rajoute de contraintes. Oula, je vais accélérer. D'accord. Plus on rajoute de contraintes, moins on a de degrés de liberté sur le nombre de solutions. Donc quelque part, c'est assez logique que plus il y a de contraintes, moins on va gagner. Donc, on peut le voir aussi ici, on a joué sur la taille, parce que là, on a notre vélo qui peut prendre plus de 2 personnes. Et là, on a augmenté un peu la taille du véhicule. Là, cette fois-ci, on peut prendre 4 personnes. Et là, on peut prendre 8 personnes. Et on voit que quand on relâche les contraintes, eh bien, ça augmente le contraste. Ça veut dire qu'on va gagner potentiellement plus en faisant du time dependent. Voilà, alors cela dit, j'ai presque fini et j'arrive à une partie qui semble assez intéressante et où les conclusions vont être différentes. C'est maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rajoute des contraintes de time window qui disent, je veux arriver, si j'arrive avant une certaine heure, ben, il va falloir que j'attende, et puis je dois arriver avant la fin de la time window. Donc, autant les contraintes de précédence et de capacité ne changent pas la faisabilité d'un tour, c'est-à-dire que si j'ai une solution calculée avec une certaine fonction de coût qui satisfait mes contraintes de capacité et de précédence, eh bien, cette solution, quand je l'évalue avec une autre fonction de coût, elle reste faisable. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si je rajoute des contraintes de time window, eh bien, si j'optimise un tour avec une certaine fonction de coût et que ensuite je réalise ce tour en conditions réelles, donc avec une autre fonction de coût, eh bien, certaines contraintes de time windows peuvent être violées. Donc, du coup, ma mesure de performance ici, ça va être le pourcentage de tours
pour lesquels je continue de satisfaire le time windows quand je réalise mon tour en conditions réelles, puisque mon objectif, c'est effectivement de satisfaire les time windows quand je suis dans mon camion. Donc là, ici, je donne les résultats pour 40 points à visiter. Et on a à gauche des fenêtres temporelles qui font 2 heures. Donc là, c'est assez confortable. Au milieu, on a des fenêtres temporelles qui font 1 heure, donc 2 fois plus court. Et puis à droite, des fenêtres temporelles qui font 40 minutes. Donc, et puis on a mis nos fenêtres temporelles sur tous les points à visiter. Alors, et on a les mêmes interprétations sur les axes des X et des Y. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, quand la fenêtre temporelle est très large, 2 heures, eh bien, quelle que soit la fonction de coût que j'utilise pour optimiser, au moment de réaliser ma tournée, je continuerai de satisfaire mes contraintes de time window parce qu'elles sont suffisamment larges. À quelques exceptions près qui se trouvent dans le cas constant, c'est-à-dire qu'il arrive qu'une solution optimisée avec la fonction de coût constant, au moment de l'évaluer avec la fonction de coût la plus fine, eh bien, je me mets à violer quelques time windows, mais très peu. À l'autre extrême, à droite, ici, en fait, j'ai jamais de solution. Donc là, j'ai pas vu de code couleur, mais quand c'est bleu foncé, c'est que j'ai plus aucun tour faisable. En fait, pourquoi j'ai aucun tour faisable? C'est parce que tout simplement, les time windows sont trop étroites. Donc, même avec la meilleure fonction de coût possible, je ne peux jamais les satisfaire. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est entre les deux. Entre les deux, quand ma time windows fait 1 heure à une durée d'1 heure. Donc là, ici, quand je suis en bas à droite, c'est le cas où j'optimise avec ma fonction de coût la plus précise, et ensuite je l'évalue là-dessus, et je vois que j'ai quasiment tout le temps une solution. Et ce qu'on voit, c'est que quand on monte vers le haut, eh bien, on se met à dégrader le nombre de solutions, et notamment quand on a une fonction de coût constant, c'est-à-dire que j'ai optimisé avec une fonction de coût constant, au moment de l'évaluer avec ma fonction la plus précise, je me rends compte qu'en fait, je viole toujours au moins une time window. Donc là, on commence à se dire, ah oui, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'utiliser une fonction de coût qui dépend du temps, parce que ça va nous permettre de mieux satisfaire les time windows. Alors, j'ai mis ici un autre graphique qui est sur le dial ride problem. Donc, j'ai gardé, c'est le même problème que tout à l'heure, sauf que j'ai rajouté des pick-up et delivery et une capacité. C'est un véhicule de 6 places. Et puis, cette fois-ci, j'ai 60 points à visiter. Et évidemment, j'ai pris la time windows qui est ni trop étroite, ni trop grande pour avoir des choses un petit peu intéressantes à raconter. Donc, on observe toujours le même phénomène qui est que si j'optimise avec des coûts constants, eh bien, au moment de réaliser ma tournée, je vais violer des time windows. Mais j'ai quelque chose qui est un petit peu surprenant, c'est que donc ça, si je regarde quand L égale 6, c'est-à-dire j'ai une mesure toutes les 6 minutes, je me rends compte que quand j'ai une couverture spatiale parfaite, bon, ben, tout reste satisfiable. Et quand je dégrade la couverture spatiale, eh bien, je me mets de temps en temps à voir ici, j'ai des solutions qui ne sont plus faisables quand je les évalue avec ma fonction de coût la plus réaliste possible. C'est logique. Et en revanche, à partir de L égale 12, c'est assez surprenant parce qu'en fait, quand je vais de la gauche vers la droite, ça se fonce. Et ça veut dire qu'en fait, avec 10% de capteurs, j'obtiens des tournées qui sont plus réalisables qu'avec 100% de capteurs. Alors ça nous a beaucoup perturbé et on a mis un petit moment avant de mettre les doigts sur le problème. Donc le problème vient des plus courts chemins. On calcule des plus courts chemins sur chaque jeu de données. Et en fait, là ici, le graphique que je vous montre ici, eh bien, il vous montre l'écart entre du plus court chemin calculé avec, par exemple, si je prends ce carré ici, eh bien, en fait, ça me dit que quand j'ai des données constantes avec une couverture à 30%,
eh bien, je vais avoir des plus courts chemins qui sont 30% plus grands qu'avec ces données ici. Mais inversement, j'ai des cas où en fait les plus courts chemins diminuent. Et alors pourquoi les plus courts chemins augmentent ou diminuent? C'est parce que on va, notamment quand on change la fréquence L, eh bien on ne va pas trouver les mêmes chemins et puis on va exploiter dans certains cas le fait que tiens ici ça vaut le coup de passer par là pile à ce moment-là parce que c'est plus rapide. Si on change la fonction de coût, eh bien nos plus courts chemins changent et leur longueur aussi change. Et ce graphique-là, il nous permet d'expliquer ce phénomène ici, parce que, en fait, là, ici, j'ai des chemins qui sont plus courts que dans la vraie vie. Donc, je vais optimiser quelque chose, et puis quand je vais les évaluer avec les vraies données, ça va prendre plus de temps, et donc potentiellement, je vais me mettre à violer les contraintes. Mais, et inversement ici, j'ai des chemins qui sont plus longs quand j'optimise. Donc, quand je les évalue ici, au moment. Alors, des fois, ils sont tellement longs que je n'arrive pas à trouver de solution. C'est pour ça qu'ici, je ne trouve jamais de solution. Et puis, quand je me trouve ici, par exemple, eh bien, j'ai un petit peu surestimé la longueur des chemins. Je vais quand même réussir à trouver des tournées. Et puis, quand je vais les évaluer avec la vraie fonction de coût, eh bien, en fait, ça va aller plus vite. Donc, je vais continuer de satisfaire les timings. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair dans les explications, mais et je m'arrête là. Ça tombe bien. J'arrive à ma conclusion, qui est que les deux grands défis pour ces problèmes de tournée de véhicules avec des fonctions de coût indépendantes, c'est évidemment le passage à l'échelle. Hein. Donc ça, c'est un peu notre tasse de thé, donc on s'amuse beaucoup là-dessus pour trouver des nouveaux algorithmes. Mais il y a aussi un autre défi qui est d'avoir des données qui soient fiables, parce que ça ne sert à rien d'avoir des algorithmes qui calculent des trucs super compliqués si derrière nos données ne servent à rien. Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus. On voit que le nombre de capteurs a un impact fort sur la fiabilité des données, mais on n'a pas étudié leur position. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment regarder avec des spécialistes du trafic. Clairement, l'interpolation n'est pas une bonne chose. C'est pas ce qu'il faudrait faire, donc il va falloir travailler, là encore, avec des spécialistes du trafic pour faire autre chose que de l'interpolation. Et puis, on a aussi supposé qu'on avait des modèles prédictifs parfaits, c'est peut-être un peu optimiste. Alors, pour répondre à la question qui était le titre de l'exposé, est-ce que ça vaut le coup d'exploiter des données qui dépendent du temps? En fait, ça dépend de notre objectif. Si notre objectif est de réduire la durée des tours, le temps de trajet, la réponse est clairement non. Je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir des données suffisamment fiables pour effectivement gagner sur ce plan-là. En revanche, si notre objectif est de mieux satisfaire les contraintes temporelles, là, la réponse est oui. Et même quand on a seulement 10% des tronçons qui ont des capteurs, on se rend compte que ça nous permet de mieux satisfaire ces contraintes. Et donc là, j'ai mis en rouge une dernière question. Je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour juste. J'ai 1 minute. Parce que donc, tout ça, moi, mon objectif personnel, je pense qu'on est nombreux à avoir cet objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone pour essayer d'avoir une transition environnementale un peu moins rude. Et on peut se poser la question en termes d'empreinte carbone, qu'est-ce que ça coûte de récupérer ces données time dependent? Il faut installer des capteurs, il faut récupérer les données, il faut traiter les données. Donc ça nous coûte cher. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Ça peut rapporter le fait de respecter bien les time windows peut aider à mieux partager la mobilité, à avoir des systèmes où on va faire du multimodal, des véhicules partagés, parce qu'on est capable de respecter les horaires des points de rendez-vous. Mais pour vraiment répondre à ces questions, il y a aussi besoin de travailler probablement avec des sociologues qui vont étudier un petit peu, parce que l'objectif, c'est d'arriver à faire changer nos comportements pour qu'il y ait moins de véhicules en ville. Et ça, il faut faire avec des sociologues. Et je m'arrête pas, parce que je sens que j'ai un peu de temps.
Bon, on a un petit peu de retard, mais on a du temps pour quelques minutes. La pause est assez longue, il y a une demi-heure de pause, donc on peut prendre quelques minutes pour continuer les échanges. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de micro, à mon avis, on doit pouvoir s'entendre sans micro, donc si quelqu'un a une question. En termes de contre-objectif, du coup, il y a des différences, et comme le fait que le thème de dépendance, c'est important. Donc, du coup, donc on voit bien que le thème des dépendance, c'est vraiment important au niveau de la fonction objective. J'ai juste une question, est-ce que vous avez étudié pour voir si, en termes de la solution elle-même, s'il y avait des grosses différences du coup, entre le thème dépendance et le non-thème dépendance, pour voir si justement vous pouvez utiliser, on va dire, sans thème dépendance, et en fait, peut-être rechercher pas le pour améliorer, trouver des choses similaires. Alors, il y a deux réponses à la question. Est-ce qu'elles sont différentes? Oui, parce qu'elles n'utilisent même pas les mêmes schémas. En fait. Donc, si je fais une fonction constante et time dependent, je n'utiliserai pas les mêmes schémas, donc visuellement, ce n'est plus du tout les mêmes solutions. En revanche, deuxième partie de la question, est-ce qu'on peut optimiser sur données constantes d'abord et ensuite faire une finalisation sur données time dependent? La réponse est oui, et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi. Parce que c'est tellement plus rapide sur données constantes que c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup pour la question. Moi, la question que je me posais, c'était, donc là, c'est une vision où il y a, on fait un trajet, puis je suppose que tout le reste est fixe. Et si on imagine dans un système où on gère du trafic, si tout le monde doit passer par un endroit, il va forcément créer du trafic. Donc, il faudrait dire une partie à ça, une partie à ça, et une côté répartition. Oui, complètement. En fait, c'est un système complexe, tout ça. Et évidemment, là, on optimise une seule journée à la fois. Dans le meilleur des mondes, il faudrait optimiser toutes les journées de tout le monde en même temps. Absolument. Qu'est-ce qui fait avant le verre? Alors, j'ai déjà vu quelques travaux là-dessus. Et qui n'optimisaient pas des journées, mais simplement des chemins. Et simplement, cette fois-ci, je ne veux pas optimiser un seul chemin à la fois, mais plusieurs chemins en même temps, de telle sorte à en fait, minimiser les congestions. Il y a des travaux qui existent ici. Oui, en termes de complexité, moi, c'était pour revenir un peu sur les données, parce que c'était présenté principalement sur les données avec les capteurs. Je peux peut-être pas que tu pas bien compris, mais pourquoi pas avoir accès aux données GPS du coup? Et si c'est la réponse, il y a une comparaison qui n'est pas. Alors, il y a eu un projet, c'est un projet qui s'appelait Optimode, donc j'étais dans ce projet, du coup, il y avait un work package qui consistait à comparer les données issues de GPS, là c'était les données des GPS TomTom, je ne peux pas les citer, et comparer les données issues des bouts. Donc il y a vraiment eu des travaux. En termes de qualité de ce qu'on obtient, c'est très comparable, avec des inconvénients des deux côtés, mais c'est assez comparable. En revanche, il y a vraiment une question de disponibilité de la donnée et de respect de la propriété. C'est-à-dire que les données qui viennent des GPS, en termes de RGPD, ça c'est bas. C'est juste pas possible. On ne peut pas les mettre à disponibilité. Là, ces données-là, elles sont publiques. On ne pourrait pas mettre des données de mon GPS à public. Il y a aussi des problèmes de couverture. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions, donc encore merci à tous.